Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'opposant Moussa Tine, leader de l'Alliance démocratique Pencho. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. La bataille de Dakar pour les prochaines élections locales, l'opposition dans le second mandat de Macky Sall, la formation du nouveau gouvernement, la justice, l'insécurité, le nouveau débat sur le franc CFA et plusieurs autres questions. Participez à l'émission via nos comptes Facebook et Twitter. Moussa Tine, leader de l'Alliance démocratique Pencho, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Bonjour Moussa Tine. Bonjour Babacar. Ancien député, ancien du Jeftiel, parti politique fondé par Talla Sylla et vous autres, vous Moussa Tine, Benoît Sambou, Mously Diakhaté, entre autres, du beau monde à l'époque. Aujourd'hui, chacun d'entre vous mène une carrière politique, on va dire, en solo. Vous vous dites quoi, Jeftiel, du beau gâchis? Je ne sais pas, je pense plutôt que le Jeftiel a été une belle expérience, une expérience fructueuse. Nous avons été nombreux à y être, à y avoir des responsabilités. Aujourd'hui, les uns et les autres sont chacun dans un domaine de pouvoir, de décision, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la politique. Peut-être juste que c'est un parti qui n'a pas pu survivre à sa crise d'adolescence. Peut-être que c'est juste le choc des ambitions? Non, je pense qu'on était quand même assez dans la camaraderie, dans l'amitié, dans la relation humaine, pour ne pas effectivement avoir connu ces chocs d'ambition. Je pense que non, ça n'a pas du tout été cela. Je pense qu'à un certain moment, il y a eu peut-être des divergences dans les points de vue. Et surtout, je pense qu'à un certain moment, on a eu un peu les pieds qui enflent. Les gens ont vu beaucoup plus grand que ce qu'était le Jeftiel. Et chacun est allé après tenter sa chance ailleurs. Et fort heureusement, les uns et les autres réussissent là où ils sont. Ils sont en train, ici et là, d'être dans des niveaux de décision, dans des niveaux de pouvoir, et chacun, effectivement, aussi dans son domaine, essaie de participer au développement national. Il y a aussi forcément peut-être les divergences sur la ligne politique que le parti devait avoir aux yeux des uns et des autres. Non, je pense personnellement que c'était plutôt en fait des divergences stratégiques. Je pense qu'à chaque fois qu'on est allé à une élection, on a eu une vague qui nous a quittés. Ça a commencé en 2000, ensuite on a eu les mêmes problèmes peut-être en 2006 et en 2007. Les points de vue, les visions, par rapport justement à un positionnement stratégique à un moment précis de l'histoire, n'ont pas souvent été les mêmes, mais ça arrive justement dans les partis politiques, ça arrive effectivement dans les relations humaines, dans les compagnonnages humains, et c'est tout à fait normal que effectivement qu'il y ait eu ces divergences-là qui sont allées souvent jusqu'à des séparations. Mais ce qui a peut-être de plus important et qu'il faille retenir, c'est que nous avons gardé les meilleures relations. Nous continuons à échanger sur la situation du pays. Nous continuons effectivement à échanger sur les perspectives. Et quand je vois par exemple aujourd'hui un Benoît Sambou ici, un Mously Diakhaté là-bas, Moustapha Diagne ailleurs, je ne peux qu'en être fier. Oui, et Talla Sylla et sa trajectoire dite sinueuse depuis quelques années. Talla Sylla a toujours été effectivement un homme de principe, un homme de combat, un homme de bataille. Au moins, effectivement, il a aussi atteint un de ses objectifs parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui adorait travailler pour les Thiessois. Arrivé à la mairie de Thiès, quand il y est arrivé, effectivement, il a aussi commencé à se battre, à chercher à transformer le quotidien des uns et des autres. Oui, il peut y arriver qu'il y ait des incompréhensions sur certaines décisions qu'il a eu à prendre, sur un certain nombre de ses options,
sur un certain nombre de séparations qu'il a eu à faire et un certain nombre d'alliances qu'il a eu à faire. Mais que voulez-vous, c'est aussi ça la vie politique. Chacun, à un certain moment, prend des décisions et apprend à les assumer. En tout cas, le Diop Diel, à l'époque, jeune que vous étiez les premiers à incarner ce qu'on appelle l'alternance générationnelle souhaitée par certains à l'époque et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Le renouvellement du personnel politique qui ne s'est pas fait finalement avec la présence toujours sur la scène politique d'acteurs même des indépendances. Oui, c'est une question qui nous interpelle tous, qui interpelle aujourd'hui la société sénégalaise. Je pense quand même qu'il y a eu une alternance, en tout cas cette alternance est aujourd'hui incarnée, non pas par des personnes, non pas par des idées, par des individus, mais plutôt par des idées. C'est en fait l'ensemble des idées qui sont sorties des assises nationales, ces idées-là qui veulent qu'on aille vers un autre Sénégal, avec une démocratie participative, des institutions réformées, de nouvelles idées de gouvernance basées sur la transparence, la justice sociale, l'équité, la participation de tous, la position équidistante de l'État vis-à-vis de tous les groupes humains et vis-à-vis en fait de tous les individus, la prise en charge des questions sociales, la prise en charge justement des égalités, l'égalité de genre, l'égalité sociale, la possibilité effectivement d'offrir à chacun une égalité de chance, d'arriver à des réussites, de pouvoir éclore son talent et de pouvoir effectivement de façon démocratique participer à l'œuvre justement de développement national. Donc nous avons transcendé la question de la génération, de l'alternance générationnelle exprimée en termes d'âge et de frange d'âge pour peut-être arriver vers une sorte d'alternance générationnelle des idées. De nouvelles idées de gouvernance, une autre façon de voir le monde, de voir le Sénégal, une autre façon justement de concevoir le Sénégal qui dort en chacun d'entre nous et auquel effectivement nous avons fini par donner forme, notamment durant les assises nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez en Ousmane Sonko la réincarnation de ce vote de certains de voir une nouvelle génération occuper l'espace politique, ce qui a été votre combat, du Diop Diel à maintenant? Pas du tout. Ousmane Sonko a été un talent confirmé. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai vu plusieurs fois des gens, peut-être qui ne le comprenaient pas, qui ne le connaissaient pas, penser effectivement qu'il n'allait pas faire un bon résultat pour les dernières élections législatives. Il l'a fait au nom de toute une génération, il l'a fait au nom d'une génération d'idées, il l'a fait au nom justement de ces nouvelles idées qui constituent tout l'espoir du peuple sénégalais. Il a ouvert une brèche. Il s'agit d'abord pour lui de relever le défi de la maintenance, surtout du point de vue des idées, d'arriver effectivement à faire en sorte que cet espoir qu'il a suscité au niveau de nombreux jeunes puisse être incarné à la fois par lui, mais aussi par d'autres jeunes appartenant à sa génération, à une génération moins jeune et à une génération aussi plus jeune que lui. Contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, Ousmane Sonko est une fierté, doit être une fierté non pas pour les gens simplement de ma génération, mais une fierté aussi pour tout le Sénégal, parce que ça montre qu'effectivement, nous ne sommes pas sclérosés, nous sommes capables de produire de nouvelles générations capables de seconder et de venir après les premières générations et de porter justement ces idéaux de la... Il est alors loin d'être un épiphénomène, Ousmane Sonko. Certains le comparent au landing Servanet de 1988, en qui on voyait un jeune qui va peut-être faire bouger les lignes. Non, je ne le pense pas, parce que c'est peut-être la première personnalité politique à avoir fait ce niveau de résultats. Ceux qui l'ont devancé et ceux avec qui on le compare n'ont jamais franchi, effectivement, ne sont jamais allés justement à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a eu une convergence de facteurs, de plusieurs facteurs, des facteurs multiformes, qui ont fait effectivement... Donc ce fameux filtre des parrainages qui a réduit le nombre des candidats à la dernière présidentielle. Il y a eu cela, il y a eu des candidats qui ont été écartés, il y a eu Karim Wade qui n'était pas là, il y a eu le PDS qui n'a pas présenté effectivement de candidats, il y a eu tout le flou qu'il y a eu sur le jeu politique, mais il faut quand même reconnaître qu'il a aussi un discours qui est là, il a aussi un certain nombre d'innovations et un certain nombre de batailles qu'il a portées. C'est-à-dire que si je devrais analyser le phénomène Ousmane Sonko, je pense que Ousmane Sonko doit être d'ailleurs un appel à tous les cadres de ce pays
qui ont été formés, qui sont dans l'administration, qui sont dans la diplomatie, qui sont au niveau de l'université, à venir effectivement rejoindre et participer à la bataille politique. Ousmane Sonko, c'est ce fonctionnaire expérimenté qui sait là où il faut chercher l'information, là où l'information est disponible et qui sait effectivement comment aussi fonctionne l'état de l'intérieur. La différence entre les pays développés et notre pays, c'est que si vous allez en France, c'est les anarches, c'est les gens qui sont sortis de Polytechnique, qui font effectivement la politique. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons encore un déficit démocratique au niveau justement de la possibilité pour les fonctionnaires. Que vous voulez rendre l'espace politique élitiste alors? Pas du tout, ce n'est pas forcément ça. Écoute, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient bien formés, il faut qu'il y ait des leaders. Maintenant, moi qui avais été à l'Assemblée nationale entre 2001 et 2006, je vous assure que j'y ai été à la fois avec des professeurs d'université, j'y ai été à la fois avec d'anciens ministres qui venaient justement du gouvernement du Parti socialiste, j'y ai été avec des gens qui étaient du premier gouvernement du Parti démocratique sénégalais, donc des ministres, d'anciens DG de société. Mais à côté de toutes ces personnes-là, j'ai vu et j'ai eu à avoir des contacts avec des gens qui n'étaient pas ni anciens ministres, ni universitaires, ni fonctionnaires, ni énarques, mais qui participaient de façon absolument qualitative au débat justement de l'Assemblée nationale. Je me rappelle par exemple d'un certain Mamadou Diop, qui était de Darou Mourti, qui avait tout le leadership dans les débats sur, par exemple, les questions agricoles. Je me rappelle de Biran Gaye, qui était effectivement aussi un député de Touba, proche de Serigne Salim Mbacké, qui éclairait tout le temps l'Assemblée nationale sur un certain nombre de choses relatives à la question arachidière, relatives à l'agriculture. J'ai vu par la suite d'autres députés, Kombagnan, Fatou Younous Aïda, Youssou Aïda, tous qui à un certain moment ont pu arriver à développer un leadership certain, de sorte à occuper le centre des débats au niveau du Parlement, et mais aussi du débat médiatique. L'Assemblée nationale, celle qui a été élue en juillet 2017. Nous avons eu 2 assemblées, 2 législatures, je pense qu'il faudra regretter, pour N raisons. Pas simplement par la qualité des gens qui y sont, pas simplement par la qualité du bureau qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous avons une Assemblée nationale qui n'a pas voulu assumer les ruptures qui étaient attendues. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est le régime qui n'a pas voulu assumer les ruptures qui étaient attendues. Il ne s'agit pas simplement de dire que les députés ont fait telle ou telle autre chose. La situation aujourd'hui du Parlement est voulue et elle est prévue, elle doit être comme ça, du fait d'une volonté constitutionnelle exprimée. Et nous avons aujourd'hui des institutions qui sont équilibrées. Un équilibre en la faveur de l'exécutif. C'est aujourd'hui l'exécutif qui a tous les pouvoirs, non pas simplement du fait du phénomène partisan, non pas simplement du fait de la discipline de parti, mais aussi parce que notre Constitution, parce que le législatif, le régime actuel, veut que l'Assemblée nationale n'ait pas assez de liberté. Aujourd'hui, l'exécutif a encore la primauté et la priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'exécutif peut provoquer un vote bloqué. L'exécutif peut faire une sorte de droit de veto sur le vote de l'Assemblée nationale. Pendant très longtemps, l'Assemblée nationale, on a refusé que le président de l'Assemblée nationale soit élu pour 5 ans. C'est quand même, Moussatine, la loi de la majorité. Oui, la loi de la majorité est un phénomène politique. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, du fait de la tradition française, hérité 2 choses. D'abord, le parlementarisme rationalisé, qui a été voulu par De Gaulle, qui se méfiait justement des politiques. Mais deuxièmement aussi, nous avons le phénomène partisan. Mais en dehors de cela, aujourd'hui, vous allez en France, le président de la commission des finances est de l'opposition. Parce que simplement, on a compris ici et là qu'il faut travailler à un rééquilibrage entre les pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous n'avons même pas à aller jusqu'en France pour trouver des exemples. Les assises nationales ont suffisamment travaillé sur ces questions-là et fait un ensemble de propositions. Nous avons encore la matière, nous y avons travaillé, nous avons nous-mêmes diagnostiqué le problème. C'est une question justement de réforme. Il faut arriver à réformer l'Assemblée nationale. Il ne faut même pas aller jusqu'au... Si vous donnez l'exemple de la France tout à l'heure, vous voulez que, de façon claire, sur les textes qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qu'on fasse ce rééquilibrage-là en indiquant clairement, noir sur blanc, que telle commission, telle entité de l'Assemblée doit revenir à telle ou telle sensibilité politique? Il faut justement
travailler à renforcer les pouvoirs de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut travailler à renforcer les pouvoirs et à armer le député par rapport à l'exécutif. À l'armer en termes de compétences, en termes justement de disponibilité de l'information, l'habileté à bien faire face à l'exécutif, parce que rappelez-vous, le député, le ministre, il est ministre d'un secteur. Il vient à l'Assemblée nationale avec des conseillers, avec tout son cabinet. Le député, lui, il est seul. Et il doit, à ce titre-là, à la fois faire face, être spécialiste en matière de pêche, en matière d'agriculture, en matière de justice, en matière de diplomatie et autres. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler à renforcer les capacités des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout cela, il y a aujourd'hui, par exemple, qu'il est possible de prévoir obligatoirement des jours de questions pour les députés. Amener les députés à eux-mêmes pouvoir faire des propositions de loi, à préparer les amendements par rapport aux lois qui sont déposées au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut les amener à aller visiter les expériences qu'il y a ici et là-bas. Il faut les amener à pouvoir contrôler efficacement l'exécution du budget, à pouvoir d'abord lire un budget, mais aussi à pouvoir contrôler efficacement l'exécution du budget. Aujourd'hui, vous déposez en fait les budgets au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui ne liront jamais le budget parce que simplement ils n'ont pas la technique pour lire cela. Faire un suivi sur l'exécution des budgets qui sont votés. Et pendant plusieurs jours, l'Assemblée ne fait que ça. Après, on passe à autre chose. Oui. La France, c'est depuis, par exemple, c'est Jox qui se lève un beau jour et qui se présente au niveau d'un ministère et qui dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me sortir les comptes du ministère? Ça fait une tradition au niveau de la France. Aujourd'hui, ici, ce n'est pas possible de le faire. Les députés pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire cela. Ils ne peuvent pas faire cela. Et la deuxième chose aussi, c'est que les députés sont obligés de se ranger derrière l'exécutif. Et ce qui explique et justifie ce phénomène-là, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale est annuellement renouvelé. Lorsqu'un député est trop récalcitrant, évidemment, au prochain renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, il n'entrera pas dans le bureau de l'Assemblée nationale. Or, c'est le double du salaire. Lorsque vous êtes député à l'Assemblée nationale, si vous êtes membre du bureau de l'Assemblée nationale, votre salaire est doublé. Vos avantages sont doublés par rapport aux députés simples au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, il y a là une façon pour l'exécutif de tenir le député, qu'il soit un député de l'opposition ou un député justement de la majorité, de faire en sorte que les uns et les autres restent dans les rangs. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est encore simplement de la théorie. Je n'en suis pas plus conscient que ceux qui sont aujourd'hui les tenants du pouvoir. Allez lire le programme du président Macky Sall lorsqu'il se présentait aux élections, à l'élection présidentielle de 2012. Tout cela est dans son programme. Il en est conscient, il le sait, il a vécu à l'Assemblée nationale, il connaît l'Assemblée nationale de l'intérieur, il sait les réformes qui sont attendues, il sait justement ce qu'il faut faire. C'est pour ça que depuis un certain temps, je dis juste aux uns et aux autres que nous n'avons pas de problème de solution. Nous savons exactement ce que nous devons faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Ce qui manque encore au Sénégal, c'est la volonté de faire les choses. C'est la volonté d'appliquer les décisions, d'appliquer les réformes. C'est la volonté d'endosser la responsabilité, de s'oublier personnellement et d'oublier en fait l'ambition politique personnelle pour travailler pour le bénéfice de notre pays et de la République du Sénégal. Macky Sall qui va entamer son second mandat après sa prestation de serment. Ce sera le 2 avril. Second ou deuxième mandat? Alors, je vois bien le débat qui... Quand on dit second, c'est parce qu'il ne doit pas y en avoir un troisième. Oui, je vois très bien. Je vois bien le débat qui est posé et je n'en vois pas l'utilité. Pour moi, depuis un certain temps, je l'ai dit, je pense et je le répète encore, le 2 avril, nous allons savoir si Macky Sall est décidé à être président de la République ou à demeurer le chef de parti. Il nous a dit déjà au lendemain de son élection à la magistrature suprême qu'il va nous dire, juste après sa prestation de serment, les mesures qu'il entendait faire pour susciter le dialogue, entretenir le dialogue et peut-être ouvrir la porte dans la nouvelle gouvernance politique du Sénégal. Donc, il est attendu le 2. Alors, maintenant, vous me posez une question qui est une question strictement technique, absolument technique. Avant d'ailleurs tout cela, la question avait été posée plusieurs fois par des juristes qui avaient dit que l'actuelle constitution du Sénégal permettait à Macky Sall, si des dispositions transitoires n'étaient pas inscrites dans la Constitution,
lui permettait de briguer un troisième mandat. On peut citer les éminents professeurs Babacar Gueye et Zouanke, Tout à fait. qui ont déjà fait des théories pour dire que c'est possible. Non pas pour faire un appel, mais pour dire que nous avions encore un autre pas à franchir, que la réforme n'avait pas été bien menée, et ils appelaient les techniciens à prendre les mesures pour corriger effectivement cette affaire-là. Le magistrat Ibrahim Hamidou Dème a récemment publié un texte dans lequel il explique comment la Constitution a été piégée de façon à ouvrir une fenêtre à Macky Sall pour qu'il ait la possibilité de se représenter en 2024. Il cite l'article 27, le fameux article 27 de la Constitution qui dit que la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et selon le juge Dème, il importe de préciser que pour une bonne interprétation de l'alinéa 2 qui prévoit le nombre de mandats, il est indispensable de le relier à l'alinéa 1 qui prévoit la durée du mandat présidentiel, car l'article 27 doit être compris dans son ensemble, dans son indivisibilité. En effet, ajoute le magistrat Dème, au sens de cet article, le quinquennat allant de pair avec la limitation des mandats, l'exigence de limiter la durée du mandat à 5 ans doit coïncider avec la nécessité de ne pas pouvoir l'exercer plus de 2 fois consécutives. Or, il est incontestable que la durée du mandat que le président Macky Sall est sur le point de terminer est de 7 ans. Ok, je vois très bien. C'est-à-dire que ça nous ramène à la bataille de 2012. Je voudrais d'abord dire ceci. C'est d'abord dans une autre station et ensuite ici que j'avais dit, peut-être en 2010-2009, que Maître Wade ne pouvait pas briguer un 3e mandat, que la Constitution le lui interdisait. Au départ, on n'a pas pris au sérieux ce débat-là. Au final, ça a été au centre justement de toute la bataille pour la réalisation de la seconde alternance. Mais rappelez-vous que nous avons eu un peu moins de 10 morts pour la deuxième alternance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être responsables tous dans la façon de mener ce débat-là et de l'ouvrir. Et qu'est-ce que nous reprochions à Abdoulaye Wade? Nous ne lui reprochions pas le texte de la Constitution. Nous lui reprochions la question de la volonté du constituant au moment de la rédaction de cet article-là. Parce que lui-même avait déjà pris la parole et avait dit qu'il ne pouvait pas faire un troisième mandat parce que la Constitution le lui interdisait. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir à partir de quoi et quelle est la technique d'interprétation qu'il faut utiliser pour savoir si en fait dans le décompte il faut prendre le quinquennat ou il faut prendre à la fois un septennat et un quinquennat. La question avait déjà été posée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les professeurs qui avaient soulevé cette question-là ne le disaient pas pour dire que Macky Sall avait le droit de faire un 3e mandat, mais ils le disaient parce que simplement le discours officiel, notamment porté par le professeur Ismaïla Madior Fall, voulait que Macky Sall ne puisse pas se présenter à un 3e mandat. Et les professeurs Zouanke et le professeur Babacar Gueye ont pris la parole pour dire que si tel est le cas, et si c'est ça la volonté du pouvoir actuel, du régime actuel, il faut aller réviser la Constitution, ajouter une disposition transitoire pour mettre dans le décompte ce premier alinéa qui porte sur le septennat. Macky Sall n'a pas encore fait un mandat de 5 ans. Wade aussi n'avait pas fait un quinquennat, il avait fait un septennat. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est juste de dire que veut dire ce deuxième alinéa. Ce deuxième alinéa dit que personne ne peut faire un second de mandat consécutif. Cet alinéa ne parle pas d'un mandat de 7 ans ou de... Il parle de mandat. Personne ne peut faire de mandat. En l'état actuel des choses, quand on regarde le texte du magistrat Ibrahim Hamidou Dème, le septennat sera hors du champ d'application de l'alinéa 2 de l'article 27 de la Constitution. Oui, je comprends très bien. Il fait une lecture sur le principe de la non-rétroactivité de la loi. Ce n'est pas le problème là. Le problème que je pose, c'est que vous avez un droit, lorsqu'on a un problème d'interprétation d'un texte de droit, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la volonté du législateur. Qu'est-ce que le législateur voulait mettre dans cet article-là? Aujourd'hui, lui-même magistrat, tous les magistrats le savent, lorsqu'on a un problème d'interprétation d'un texte, on va aller recourir aux travaux préparatoires pour voir ce que le législateur, dans notre cas de figure le constituant, voulait dire à travers ce second alinéa. Le professeur Ismaïla Madior Fall a pris la parole plusieurs fois. Le président Macky Sall lui-même a pris la parole plusieurs fois. Et ils ont dit que
la Constitution lui interdisait de prier un troisième mandat. Ça veut dire que si vous prenez et si vous analysez le discours officiel, cela signifie que ce deuxième alinéa entendait restreindre à Macky Sall la possibilité de se présenter en 2024. Il y a déjà alors la parole donnée. Oui, je vais même venir à cela. C'est ce que vous voulez dire? Oui, non, absolument. Non seulement il n'ose pas le faire, mais je pense qu'il n'a pas le droit de le faire, parce que simplement, il nous a convoqués, nous, peuple sénégalais, à un référendum, modifiant la durée du mandat. Auparavant, on était passé sur l'histoire de la vie et de tel. Ils ont fait passer ce référendum en disant aux Sénégalais, écoutez, aujourd'hui, nous allons faire une réforme constitutionnelle et de toutes les façons, en 2024, au plus tard, je ne peux plus être président de la République. Je vais mettre dans la Constitution une disposition solide, forte, qui fera que personne ne pourra plus faire de mandat consécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, lorsqu'on se levait pour aller voter en 2006 le référendum, nous sommes allés voter un texte pour lequel nous avions comme compréhension que le président Macky Sall ne pouvait pas se présenter à un troisième mandat. Ça, pour être honnête, nous tous, quand nous sommes allés voter le texte du référendum, nous avions considéré que Macky Sall ne pouvait pas se représenter en 2024 parce que c'est ça que nous a vendu, c'est ça que nous a dit, c'est ça qu'en fait le régime nous a dit, c'est ce que aussi le ministre de la Justice, par ailleurs professeur de droit, le professeur Ismaïla Madior Fall, nous a répété à volonté plusieurs fois. Donc je considère qu'aujourd'hui, en termes d'interprétation, il ne faut pas qu'on ouvre pour Macky Sall un débat que lui-même n'a pas encore ouvert. La seule fois qu'il s'est prononcé à ce débat-là, il nous a dit qu'il n'avait pas la possibilité de se représenter en 2024. Par ailleurs, nous avons aussi deux choses. C'est-à-dire qu'au-delà du texte constitutionnel, nous sommes tous Sénégalais. Nous avons des us, nous avons des coutumes, nous avons aussi des valeurs. Il ne faut pas aujourd'hui qu'au gré justement du jeu politique, que nous puissions acter la possibilité pour un homme politique de se renier. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est à ce niveau-là. Le avait coûté cher à Abdoulaye Wade. Il a surtout coûté cher au peuple sénégalais. Je dis, nous avons perdu 9 jeunes de notre pays. J'ai encore toujours en mémoire cette dame de HLM Grand Yoff que j'ai entendue sur les ondes justement de votre radio dire qu'ils sont venus prendre son fils et on l'a amené après son cadavre. Ça fait très mal tout cela. Ça fait très mal de savoir qu'un jeune comme Mamadou Diop, qui était effectivement étudiant à l'université de Dakar, un jeune Mbourois, a perdu justement sa vie simplement sur la question de la succession des mandats. Nous sommes aujourd'hui un peuple majeur. Nous avons toute une expérience en matière de politique et en matière justement de respect des valeurs politiques. Notre constitution est traversée par cela. Nous sommes aujourd'hui en train de revenir sur un certain nombre de choses. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, en train d'accepter la transhumance alors que notre constitution l'interdit. Nous sommes aujourd'hui en train d'ouvrir un débat sur la possibilité pour un président de la République de se renier alors que lui-même a déjà donné sa parole, alors que le discours officiel a été clair sur ces aspects-là. Je pense que nous devons rester stables sur nos valeurs, stable sur nos principes, stable aussi sur notre façon de voir notre vie politique. Les réformes, le débat sur les réformes institutionnelles sont un sujet qui vous intéresse beaucoup, Moussa Tine. Votre casquette de juriste, on a oublié de le souligner en début d'émission. Les réformes prônées par les assises nationales de l'opposition sous le régime d'Abdoulaye Wade, des réformes dont Macky Sall n'a pas tenu compte à votre avis. En tout cas, beaucoup de participants à ces assises l'ont aidé à gagner la présidentielle de 2012. Ça reste une déception pour vous? Je pense que le peuple des assises n'a pas mené le combat qui devait être le sien. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont là-bas, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus, parce qu'effectivement, il y a une difficulté pour certaines personnalités à pouvoir véritablement prendre part au débat politique, parce que simplement les principes que nous avons portés, les principes pour lesquels nous nous sommes battus, les principes qui nous ont fédérés, les principes pour lesquels nous avons combattu Abdoulaye Wade de porter Macky Sall au pouvoir, on ne les retrouve pas dans la gouvernance actuelle. On ne les retrouve pas aujourd'hui dans le quotidien de la vie de nos institutions. On ne les retrouve pas dans les réformes qui sont portées. On ne les retrouve pas dans les propositions de réformes et de gouvernance qui sont aujourd'hui mises sur la table. Donc effectivement, il y a cette gêne-là, ça gêne effectivement tout le monde. Même si Macky Sall, après son élection, il a installé la commission Amadou Maktarbo qui devait réfléchir sur ces réformes-là, mais avec des conclusions, mais alors très peu utilisé. Alors, Macky Sall avait, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait deux choses. Il avait d'abord son propre programme, le Yono Yokote,
qui est très progressiste en matière de réforme. Allez regarder ce qu'il y a dans ce programme-là sur la réforme de la justice, sur la réforme des institutions, sur l'Assemblée nationale. Moi, j'ai entendu plusieurs fois le président Macky Sall dire qu'il avait l'ambition de faire de l'Assemblée nationale la même Assemblée nationale que du temps du président Lamine Gueye. Donc, il avait des ambitions, effectivement, pour cela. Nous nous étions tous engagés à réduire les pouvoirs du président de la République. Rappelez-vous, lui-même, il a dit et il a répété plusieurs fois que le jour où il deviendra président de la République, la Cour des comptes allait avoir la possibilité de voir et d'auditer les comptes de la présidence de la République. Aujourd'hui, même pour l'Assemblée nationale, on nous l'a refusé. La Cour des comptes ne peut pas. La Cour des comptes n'entre pas aujourd'hui dans la Cour des comptes ne regarde pas les pouvoirs, les budgets des pouvoirs publics. Or, c'était des engagements forts qu'il avait pris. Donc, au-delà de ces engagements personnels, il y a eu le texte des assises. Il est allé signer le texte des assises en disant qu'il avait mis des réserves alors que ce n'était pas prévu. La deuxième chose, il a trouvé le même personnel que pour les assises nationales. Il leur a demandé de travailler au niveau de la Commission nationale de réforme des institutions. Ils ont présenté effectivement aussi des conclusions salutaires. Ils ont allé dans les détails des choses, ils ont utilisé l'expertise nationale, ils ont fait un travail détaché de tout cela. Et aujourd'hui, tout cela, on l'a mis de côté parce que simplement, le problème que nous avons encore dans notre pays, Babacar Fall, c'est que nous arrivons tous au pouvoir avec les meilleures ambitions, avec la meilleure vision des choses, avec toute la bonne intelligence des réformes qu'il faille mettre en place. Nous savons tout ce qu'il faut mettre en place, mais dès que nous arrivons au pouvoir, nous nous mettons à travailler à notre réélection. Il faut, à un certain moment, que nous puissions, nous autres Sénégalais, en tout cas ceux qui entendent diriger les Sénégalais, porter les ambitions de ce pays-là, apprendre à nous oublier, à transcender nos ambitions politiques, nos ambitions égoïstes, nos ambitions personnelles en politique, pour nous concentrer sur ce qui fera le Sénégal de demain, le Sénégal que nous voulons laisser à nos enfants. Les réformes de la justice aussi, c'est votre bataille aussi. Dans plusieurs de vos sorties publiques, vous évoquez la nécessité à vos yeux de réformer un nombre important de choses dans la justice sénégalaise. Alors, je voudrais d'abord faire une petite précision. La bataille pour l'indépendance de la justice n'est pas ma bataille. Elle n'est pas seulement ma bataille. Elle a été la bataille de toutes les oppositions qu'il y a eu au Sénégal. Toutes les oppositions ont porté cette bataille-là. Quand on est arrivé au pouvoir, on l'a oublié. Et souvent, d'ailleurs, on a utilisé le même personnel qui a fait le sale boulot pour le régime précédent et on l'a utilisé pour lui demander de faire la même chose pour soi. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous avons au Sénégal les mêmes magistrats pour faire les mêmes choses. Nous avons aussi une liste de 43 personnes. C'est les éternels transhumants dans notre pays. Faites le décompte. C'est 43 personnes qui font qu'effectivement, aujourd'hui, la question de la transhumance apparaît comme un phénomène social. Je ne citerai pas de nom, mais regardez, c'est exactement les mêmes personnes, aussi bien dans la magistrature que dans le champ politique. Alors, ce n'est pas aussi simplement ma bataille aujourd'hui, parce qu'elle a été aussi la bataille de Macky Sall. Elle a été la bataille du peuple des assises. Et aujourd'hui, en plus de tout cela, c'est aussi la bataille des magistrats. J'aime à répéter que c'est la première fois dans notre pays que les magistrats eux-mêmes posent sur la place publique la question de leur indépendance. Sortent un communiqué, les magistrats ont fait un forum, ils ont convié la presse et ils ont dit qu'ils n'étaient pas indépendants. C'est la première fois que nous avons des magistrats qui ont démissionné parce que seulement ils considéraient qu'ils n'avaient pas l'indépendance qu'il fallait pour vraiment mener à bien leur mission. Au-delà de tout cela, la question a été aussi au centre des assises nationales. Je pense qu'il est temps que nous tous, qu'on puisse travailler à assurer à la magistrature, à la justice, sa véritable indépendance. C'est pour ça que j'ai l'habitude d'ailleurs de dire que la prochaine révolution du Sénégal, qu'il y aura au Sénégal, se fera par la justice. Et en ce moment-là, elle sera pacifique. Ou alors, elle se fera aussi contre elle. Et en ce moment-là, elle sera violente. Il faut que la justice prenne en charge cette aspiration du peuple sénégalais à pouvoir compter sur elle, à pouvoir compter sur une justice qui est équidistante de tous les foyers politiques, de tous les citoyens du Sénégal, qui puissent rendre effectivement qu'il y ait un service public de la justice, une distribution de la justice qui soit équitable et conforme justement aux valeurs républicaines et de l'état de droit. Ce qui nous amène dans cette émission, Moussa Tine a parlé du sort de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, dont vous êtes proche politiquement.
doit-il politiquement purger sa peine de 5 ans ou doit-il écrire au président de la République pour obtenir une grâce et retourner auprès de sa famille? Ça, je peux vous le dire. Khalifa Sall n'écrira jamais, ne fera jamais une demande de grâce au président Macky Sall. Il ne l'écrira pas. Il ne le fera pas. J'ai l'habitude d'aller le voir. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était en train de traverser une épreuve. Tous ceux qui sont allés le voir, je ne le dis pas simplement parce que je suis devant vous ou je suis sur vos zones. Je vous le dis, je vous le répète, c'est quelqu'un qui accepte ce sort-là, qui le vit normalement. Vous allez le voir, vous allez même oublier que c'est quelqu'un qui est en prison parce qu'il a l'avantage d'abord d'avoir reçu cette éducation-là de ses parents, mais deuxièmement aussi, il a l'avantage d'être un croyant en Dieu. Un bon croyant en Dieu, je le dis ici, et qui accepte et qui sait que ça c'est une épreuve relevant de la volonté divine et qui l'accepte comme telle. Il le fera pas. Par contre, il ne le fera pas. Il ne demandera pas de grâce. Il demande ça, je le dis ici, et je le répète très clair, il ne serait pas du tout ambitieux d'ailleurs de demander simplement une grâce. S'il y avait une demande à faire, je pense qu'il allait demander peut-être une amnistie qui lui donnerait d'autres droits. Mais ça, il ne va pas le demander. Par contre, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que c'est Macky Sall lui-même qui a pris sur lui et qui a décidé de neutraliser un adversaire politique en utilisant la justice de notre pays. Je suis désolé, ça fait très mal de le dire. Que dites-vous du bien fondé des accusations contre Khalifa Sall, quand même, sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar? Je reviens encore et je le dis encore. Je dis, écoutez-moi, je vais vous dire. Un vieux débat, mais on est obligé de... Moi, je suis toujours tout à fait à l'aise pour parler de cela. Et je vous dis aujourd'hui, vous appliquez aujourd'hui la jurisprudence Khalifa Sall. Vous l'appliquez à n'importe lequel de nos chefs d'institution. Je parle de toutes les institutions. Sauf peut-être l'Assemblée nationale. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui une institution au Sénégal, vous leur appliquez la jurisprudence Khalifa Sall, vous les mettez à Rebeuss demain. Je suis très clair sur ce point-là. Tous, je dis bien, sans exception. Il y a peut-être une toute petite exception parce qu'il y a un texte qui organise à peu près la utilisation de ces fonds-là au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que l'Assemblée, peut-être pour constituer une exception. Mais allez me dire, tous ceux qui dirigent aujourd'hui une institution au Sénégal, tous gèrent des fonds qu'ils appellent des fonds politiques. Sortez-moi la base légale de ces fonds politiques et dites-moi sur quelle base ils dépensent les fonds qu'ils sont en train de faire. Dans ce vieux débat, Moussa Tine, il a été déjà dit qu'il ne faut pas comparer les fonds politiques à la caisse d'avance. Non, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau-là. Je suis aussi clair à ce niveau-là. C'est le même chapitre budgétaire pour tout le monde. Khalifa Sall n'a pas été condamné pour détournement de deniers publics. Je veux être clair sur ça. On l'a condamné sur la façon et la méthode d'exécution de la dépense. Sur ce point précis, je dis si les gens parlent de fausses factures, je l'ai aussi dit ici, je dis la police paye ses indicateurs avec de fausses factures. La police sénégalaise paye ses indicateurs avec de fausses factures. Pour l'obtention du renseignement? Exactement. Deuxièmement, lorsqu'il y a eu les inondations au Sénégal, toutes les dépenses qui ont été effectuées l'ont été sur la base de fausses factures. Ça aussi, il faut être clair. Mais vous enfoncez le clou pour Khalifa Sall. Non, je n'enfonce pas. Vous êtes en train de dire qu'il n'est pas le seul, que c'est tout le monde qui Non, pas du tout. Je suis en train de dire qu'il y a des circonstances dans la vie actuelle et dans la prise en charge des besoins des populations qui font qu'effectivement, souvent, vous n'avez pas la possibilité de respecter la réglementation. Est-ce que ce sont des méthodes normales à votre Absolument normal. Est-ce que vous allez me dire que pour la police, oui. Est-ce que vous allez me dire que pour la police, ce n'est pas normal qu'on paye des indicateurs? Est-ce que pour payer les indicateurs de la police, vous allez mettre le nom de l'indicateur et envoyer ça au trésor? On est dans le cadre de la police. Là, on est dans le cadre de la gestion d'une collectivité territoriale. En matière de droit, vous ne pouvez pas faire justement cette distinction-là. On travaille sur des principes. Je donne un autre exemple. Vous êtes aujourd'hui ici, vous, même au niveau de RFM. Vous avez votre comptabilité. Vous devez payer des impôts. Vous ne pouvez pas faire passer toutes vos dépenses sur la comptabilité de l'entreprise. Et j'ai souvent donné l'exemple. Je donne un exemple. J'ai dit, demain, nous avons une personnalité qui est décédée dans notre pays. La mairie de Dakar doit se présenter pour présenter des condoléances. Doit y aller pour présenter des condoléances.
On y va sur place. Ce sont des explications que vous aviez déjà données, qu'on avait peut-être déjà entendues. C'est parce que vous êtes revenu sur les mêmes questions. Oui, je veux dire, parlons quand même du sort de Khalifa Sall. On peut y aller. J'enchaîne avec les élections locales de décembre prochain, parce que Khalifa Sall, il n'est plus maire, révoqué par le président de la République après la confirmation de sa peine de 5 ans par la Cour d'appel de Dakar. Illégalement vous aussi. Ne craignez pas que la tendance de la dernière présidentielle avec la victoire de Macky Sall dans la capitale, vous ne craignez pas que ça se confirme aux prochaines municipales? Heureusement que ça serait, si ça se confirmait, effectivement, la ville de Dakar va aussi retomber dans l'escarcelle de l'opposition. Ah oui, avec les additions des scores de... C'est exactement ça. Si c'est le cas, effectivement, je pense que les uns et les autres ont fait la bonne lecture justement des choses. Et il faudra alors que l'opposition présente une seule liste à Dakar. Hein. Oui, évidemment, évidemment. Parce que c'est ça, une élection, ça sert à ça. Une élection, ça sert justement à avoir une bonne lecture des choses et à pouvoir faire la bonne stratégie des alliances. Pour vous, l'opposition, les prochaines locales, doit se regrouper face au camp du pouvoir? Écoutez, je ne veux pas faire de projection avant le 2. Des listes uniques partout pour l'opposition. Je ne veux pas faire de projection avant le 2. J'attends d'abord le discours du président de la République du 2. Il va se passer énormément de choses. On va savoir si le président de la République va décider de dissoudre l'Assemblée nationale. On en a parlé. Ou de laisser ce mandat-là continuer jusqu'à son terme. Avec les deux, dans les deux solutions, il y a toujours une option stratégique derrière. Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée maintenant, prendre le risque de dissoudre l'Assemblée nationale, avoir une majorité qui l'accompagne jusqu'à la fin de son mandat de président de la République, ou faire des élections à mi-mandat? Ça n'a pas les mêmes implications au point de vue politique, au point de vue juridique, au point de vue stratégique. C'est à lui justement de le décider. Et selon que maintenant on va aller à des élections couplées, comme certains l'ont dit dans le camp du pouvoir, ou à de simples élections législatives, municipales, locales, on saura effectivement la stratégie d'alliance qu'il faudra utiliser et mettre en place ici et là. La question n'est pas une question aussi simple, c'est une question extrêmement difficile, mais aujourd'hui, du fait des dernières élections... Vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, je n'en suis pas à ce niveau-là. C'est une responsabilité personnelle du président de la République. C'est-à-dire que c'est à lui justement de savoir. D'abord, la première chose, c'est qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale maintenant. Oui, il faut attendre le mois de juillet. 2 ans de législature. Et la deuxième chose aussi, c'est que, oui, évidemment, après les 2 ans, il a le pouvoir, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment et pour n'importe quelle raison. Il a la possibilité de le faire. C'est à lui maintenant de décider. Couplage législative locale, pour vous, c'est pertinent? On ne connaît même pas encore la date des législatives, des locales. Vous savez, on a dit le 1er décembre, ça c'est déjà annoncé. Oui, je vais vous expliquer. Pour aujourd'hui proroger le mandat des élus locaux, il faut prendre une loi. Cette loi n'est pas encore prise. Donc aujourd'hui, légalement, jusqu'à présent, le mandat des élus locaux parce que les locales devaient se dérouler... Exactement. Donc il faudra attendre que la loi soit votée, que la volonté du pouvoir... Pour vous, il faut... Exactement. Il faut d'abord qu'on sache dans quelle mesure on va faire ces élections-là, comment on va le faire. Il faut effectivement formaliser, il faut que la loi passe à l'Assemblée nationale, il faut qu'on décide ici et là de dire, écoutez, voilà, on va à tel moment, on proroge le mandat des députés. Et d'ailleurs, ça va poser effectivement aussi une question fondamentale. Aujourd'hui, c'est acté, tout le monde l'accepte. Mais rappelez-vous, lorsque le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel sur la question de la durée de son mandat, le Conseil a répondu dans un avis de décision qu'on ne pouvait pas toucher à la durée des mandats. Que la sécurité juridique et les principes démocratiques veulent qu'on ne puisse pas toucher à la durée des mandats. J'aimerais bien voir maintenant ce que le Conseil connaît. Et quand ils l'ont dit, j'avais dit à ce moment-là, faites attention. Il y a des choses qu'on ne doit pas mettre dans une décision de justice parce qu'il peut toujours y arriver des circonstances particulières qui font qu'on soit dans l'obligation de proroger ou de diminuer des mandats. Maintenant, le Conseil s'est prononcé et a rendu une décision de principe sur cette affaire-là. On considère que c'était un avis. Eux, ils disent que c'est une décision. On va voir ce qu'ils vont faire sur la durée justement du mandat des élus locaux. Je suis à peu près persuadé que le Conseil constitutionnel va être dans l'obligation de se dédire pour en fait aussi être conforme
Oui, il nous reste circonstances du moment. Il nous reste 5 minutes, Moussatine. On va parler un peu économie. Nous parlions des indépendances tout à l'heure en début d'émission. Le Sénégal va fêter jeudi prochain, 4 avril, le 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Vous diriez quoi? Indépendance politique, mais dépendance économique? Alors, je vois en fait le débat qui a été posé sur la question du CFA, sur le franc CFA, etc. Écoutez, la question du CFA est un débat, je pense qu'il faudra mener. On n'a pas ici le temps, effectivement, de le développer. Je pense qu'il y a des choses aujourd'hui à renégocier. Sur la parité fixe, premièrement. Et deuxièmement, aussi, il y a aussi les nouvelles circonstances qu'il faut prendre en considération. Parce que le Sénégal, producteur d'hydrocarbures, va capter encore plus de devises, ce qui va impacter sur le rapport que nous avons avec la France en termes justement de dépôt des devises. C'est une première chose. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, l'idée la plus partagée en matière d'économie dans notre pays, c'est que nous ne travaillons pas pour nous. Écoutez, lorsque vous faites des grands travaux dans tous les pays du monde, comme disaient les artistes, c'est-à-dire que comme on disait en matière de travail, on dit tout travail à faire une chose en même temps qu'un homme. En matière d'investissement, effectivement aussi c'est la même chose. Un investissement, ça participe à faire une infrastructure, mais ça impacte aussi sur l'économie. C'est-à-dire que la politique des grands travaux consiste à faire en fait de grandes infrastructures qui utilisent de la main-d'œuvre sur un temps déterminé, de sorte donc à redistribuer de l'argent au niveau des ménages et à faire fonctionner justement les entreprises, à booster donc la consommation qui fera effectivement développer aussi les entreprises. Dans notre cas de figure, nous avons eu l'impression que nous avons construit des infrastructures ici et produit de la croissance dans d'autres pays. Parce que simplement, on a utilisé de la main-d'œuvre étrangère, on a utilisé de la technologie étrangère. Nous n'avons pas assez négocié pour faire en sorte que le maximum de gens puissent participer à ces œuvres-là, à ces constructions, à la mise en place, à la réalisation de ces infrastructures. Nous n'avons pas négocié pour qu'il y ait un transfert de technologie. Nous n'avons pas aussi souvent négocié pour que des entreprises locales puissent participer à la réalisation le savoir-faire de nos entreprises locales, aussi, il faut en parler. Est-ce qu'on pouvait demander à une entreprise sénégalaise de construire le TER, par exemple? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire la commande et justement, dans l'exécution du TER, de faire en sorte, dans les négociations, que des entreprises locales puissent y participer et eux-mêmes, justement, recevoir en même temps de la technologie à ce niveau-là. C'est ça, en fait, le secret de la Chine. C'est ça, le secret d'autres pays. Mais justement, j'allais vous demander si ce n'est pas un slogan creux que de parler souvent de dépendance économique. Mais en fait, Moussatine, tous les pays du monde sont presque interconnectés économiquement. La Chine que vous évoquez, la Chine vient de commander des dizaines d'Airbus à la France parce que on se demande pas si la Chine ne pouvait pas construire elle-même ses avions. C'est pas le problème. Le problème, c'est que tant que vous êtes interdépendants, c'est tant mieux pour tout le monde. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Si nous étions interdépendants avec les autres pays qui sont venus investir au Sénégal, oui, ce serait tant mieux pour tout le monde. Nous allons prendre quelque chose d'eux et nous allons offrir quelque chose et inversement. C'est ça qui est attendu. La Chine, aujourd'hui, vous parlez par exemple du téléphone qui est là. Oui, la Chine va aller l'acheter parce que la licence est états-unienne, mais beaucoup de pièces détachées de ce téléphone sont aujourd'hui faites en Chine. Vous avez un iPhone, l'écran est fabriqué par Samsung en Corée. Oui, exact. C'est de ça que je vous parlais. Donc, si vous voulez effectivement entrer dans ce débat-là, oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une interdépendance, mais cette interdépendance doit être un profit partagé entre différentes nations. Nous avons aujourd'hui énormément de jeunes... 30 secondes, le franc CFA, le combat de beaucoup de jeunes Africains, de pays de la zone CFA, en tout cas, c'est de se départir de cette monnaie qui, selon eux, nous maintient sous le joug de la France. Le combat de certains jeunes, donc, comme l'activiste français d'origine africaine Kémy Séba, qui après le Sénégal a eu des déboires en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Il a été même expulsé d'Abidjan pour son combat contre le franc CFA. Sortir du CFA, Moussatine, est-ce vraiment une bonne option? Non, c'est une option qui doit être réfléchie. Écoutez, aujourd'hui, vous allez dans tous les pays limitrophes là, du Sénégal, vous allez voir que tous ces pays-là aujourd'hui cherchent à capter du CFA.
Vous allez par exemple dans le pays qui nous est le plus proche, la Guinée-Conakry, une voiture sénégalaise, on vous demandera de payer la Gambie, CFA. Dans un autre pays limitrophe du Sénégal, on vous demandera même de venir avec des euros pour les faire échanger. Parce que simplement, ces pays ayant une monnaie nationale, qu'ils ne peuvent pas présenter sur le marché international, sont obligés de capter du CFA, de l'euro ou du dollar. Donc, cette monnaie a des avantages pour nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a matière à renégocier. Au-delà, justement, simplement des quelques égoïsmes de souveraineté, le débat, il est posé, il faut accepter de le poser, il faut y réfléchir, il faut travailler à avoir la discipline qui nous permettra d'avoir une politique monétaire solide avant, justement, de prétendre à une souveraineté monétaire. Moussa Tine, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le leader du parti politique Alliance démocratique Pencho. Merci à Hassan Diouf et Maktar Samb qui étaient à la régie. Merci à Maguette Koulibaly, digital manager de cette émission. Restez avec nous. Bon dimanche, bonne fin de week-end.